Une production Binge Audio. Attention, cet épisode comporte des récits et des descriptions qui peuvent être choquants. Donc moi, j'ai l'impression que, peut-être que je dis une bêtise, j'ai pas les données sur combien de soldats meurent au front, mais j'ai l'impression qu'il est plus dangereux au Congo aujourd'hui d'être une femme que d'être un soldat, quoi. Quand tu vois ce qui se passe. D'être une femme, d'être une fille, par rapport à être un soldat. Moi, c'est ce que je me dis. La maman et les deux enfants sont en pédiatrie. À Goma, ce matin d'octobre 2023, je suis à l'hôpital de Kéchéro, un établissement situé dans la ville, loin des camps de déplacés, mais où certains cas repérés sur les camps sont envoyés lorsqu'ils nécessitent des soins plus poussés, notamment des enfants atteints de malnutrition sévère. Mais ce matin, si nous sommes ici avec Armel Bagbozadi, qui gère les activités liées aux victimes de violences sexuelles pour MSF, c'est pour rencontrer Justine. Justine a une trentaine d'années. Elle est déplacée au camp de Elohim et elle est venue chercher secours auprès d'MSF après avoir découvert que son mari agressait sexuellement ses deux petites filles de 10 et 6 ans. C'est leur beau-père, leur père biologique, est décédé. Justine voudrait par ailleurs porter plainte, ce qui n'est pas si courant, et il y a surtout un impératif, parvenir à la mettre en sécurité et à éloigner l'agresseur. C'est pour voir tout ça qu'Armel est à Kéchéro. Qu'est-ce qui a poussé la maman à venir consulter du coup? Non, c'était l'agression de trop. Ces enfants finissent par parler. Ah, la maman ne savait pas? Non. Les enfants finissent par parler et la maman est allée en consultation. La dernière agression, là. Ah, oui. La petite, elle a parlé, quoi. Donc, c'est comme ça ils se sont retrouvés ici. C'est pas un cas isolé. Tout ça fait partie aussi de la sensibilisation, comme je disais, sur les différents types de violences. Et aujourd'hui, les parents commencent, parce qu'au début, on gère à l'amiable, en communauté, il n'y a pas de plainte de toutes les façons. Comme je disais, il y a le sentiment de ça n'ira nulle part. Mais de plus en plus, il y en a qui viennent, qui dénoncent, qui disent « moi je veux porter plainte, on a agressé mon enfant ». Avec les discussions, ce qui est bien, même les staffs, ils sont briefés quand même sur ce genre de trucs. On se dit, dès que vous voyez un mineur, urgence plus, c'est prioritaire, il faut creuser un peu plus. Et il faut m'appeler, moi, en tant que manager, et on discute. Madame, qu'est-ce que tu veux? On lui explique clairement les options qui s'offrent à elle. C'est vraiment pas à prendre à la légère, en fait, ce genre de choses. Moi, j'ai déjà vu une situation comme ça où ça finit en drame. Parce que quand la maman est rentrée avec ses enfants, bien évidemment, on n'avait pas trouvé une situation de ces coups-là. Le mec, il les a découpés à la machette, quoi. Ah ouais. Ouais, donc, c'est des choses à... La maman et les enfants? Ouais. Et c'est le papa qui avait abusé des enfants? Ouais. C'était l'inceste. En plus, c'était un inceste. Donc... c'est un peu ce qui se passe là. Bon, c'est le beau-père, certes, mais c'est quand même... on pourrait le relier à l'inceste. Donc, c'est pas des choses à prendre à la légère. En général, même quand ça arrive, il faut éloigner les enfants de ce genre de cadre. Et donc, tout ça, finalement, c'est MSF qui se retrouve à gérer tout ça. Dans un truc, moi, je me dis, quand on sensibilise, on dit aux gens, venez, voilà vos droits. Ils doivent pouvoir, ça devait se faire naturellement. Je finis le médical, je fais une fiche d'orientation, j'appelle un membre d'un partenaire, je te dis, je te refais telle personne. Et lui, il prend le relais. Mais non, c'est à MSF de réfléchir ou garder les gens 2-3 jours, le temps de trouver une solution. Voilà. C'est tout ça. Il y a ce vide-là qui est désespérant. C'est à faire pleurer, quoi. Parce que tu dis quelque chose à quelqu'un, mais après, quand la personne a besoin de toi, après, tu es un peu embêté. Donc, on se retrouve à courir dans tous les sens, finalement. Donc, c'est ce que je disais, finalement. Au lieu de faire mon domaine médical, tu te retrouves à faire l'assistance juridique, le travail social, le chauffeur, un peu de tout, en fait. Au bout d'une petite heure, Justine arrive, accompagnée d'un membre du staff qui se charge de la traduction. Donc ici, il faut qu'elle soit à l'aise. Il ne faut pas qu'elle ait peur. Si elle a envie de dire quelque chose, qu'elle se mette à l'aise, qu'elle parle, quoi. Moi, je veux juste comprendre. Je pense que nous tous aussi. On ne va pas lui dire de rentrer dans les détails, ce qui s'est passé, tout et tout, mais on sait ce qui est arrivé à ses filles. Maintenant, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'elle veut qu'on fasse? Comment on peut l'aider? On ne promet rien, c'est pas forcément on aura des solutions à tout.
Mais au moins, savoir ce qu'elle veut, comment on peut, et puis savoir comment on peut l'orienter. Il vient à ce que la personne, l'auteur, qui ne vit pas encore ensemble, qui soit détaché de Okay. D'accord. J'ai appris qu'elle comptait porter plainte. C'est vrai? Il dit oui. Ok. D'accord. C'est pas MSF même qui va l'aider à porter plainte, mais on connaît une autre organisation. Donc là, ce qu'on va faire, je vais après, quand on finit de discuter avec elle, je vais voir le médecin, le côté médical, pour voir quand est-ce qu'on compte exéater ses enfants. Les gens, on les fait sortir, quoi. Et peut-être d'ici demain, je vais organiser soit de venir la chercher avec les enfants. On va aller voir les juristes. Elle va expliquer sa situation aux juristes. Et après, on va les ramener à l'hôpital ici. Si elle est encore à l'hôpital, pendant que la procédure est lancée, il n'y a pas de problème. Mais si elle doit sortir d'ici, elle ne peut pas aller directement dans la tente avec ses enfants. Donc, demain matin, je vais profiter pour voir avec les juristes. Et en même temps aussi, de notre côté, nous aussi, on va réfléchir à d'autres pistes de solutions. D'ici demain, on va pouvoir lui proposer certaines solutions. Et puis, on verra. Dans tous les cas, tant qu'une solution n'est pas trouvée, peut-être elle va rester quelques jours, 1 jour, 2 jours. Et on verra, quoi. Dans tous les cas, faut la rassurer. On ne compte pas l'abandonner avec ses enfants seuls, quoi. En tout cas, tu lui dis merci. Merci. À santé. Merci et puis courage. Vos petites malades, elles sont où? Tu veux que je les vois? Tu peux les voir? Ok. Oh non, c'est pour ne pas que vous trouvez que j'en fais. Quand tu as insisté là. Quand tu insistes, je peux les voir. Après la discussion, nous allons avec Armelle dans l'hôpital, voir l'équipe médicale et surtout dire bonjour aux filles de Justine. Elles sont un peu intimidées de nous voir débarquer. La plus grande porte encore son uniforme d'écolière, celui qu'elle portait quand, avec sa famille, ils ont fui les combats. Demain, je viens des biscuits. Okay. À demain. Bye bye. C'est ça la force de caractère des enfants, quoi. Ils sont, tu vois, même quand ils vivent des drames, j'adore les enfants, je te jure. Hein. Oui. C'était nous, on était couchés dans notre lit en PLS. Ah oui, c'est ça. Les enfants, ils sont forts. Ils sont forts. Ici, je peux avoir des biscuits. Le lendemain matin, nous sommes de retour à Kéchéro pour venir chercher Justine et ses 2 petites filles. On les emmène au camp de Roussaillot pour qu'elles rencontrent l'équipe de la DFJ, la Dynamique des femmes juristes. C'est une association d'avocates qui aide les femmes déplacées et qui a installé un bureau dans la clinique des MSF. Avant d'aller là-bas, sur le chemin, Armelle s'arrête pour acheter aux petites filles des gâteaux et des bonbons. Et tu te retrouves aussi à acheter des gâteaux et des chaussures. Ouais, ça c'est parce que ce sont mes petits potes. Je les aime bien, les enfants. Mais ça éclaire parce que c'est tellement dur leur situation. Je me dis si ça peut mettre un peu de lumière dans leurs yeux. Ces enfants, ils vivent tellement de drames. C'est dur pour eux. Ils n'ont rien. C'est des enfants des fois qui ont des haillons, qui n'ont rien. Ils sont pas dans leur environnement naturel dans lequel ils étaient plutôt à l'aise. C'est vrai, ils viennent d'un milieu rural, mais ils mangeaient à leur faim. Mais là, ils n'ont rien. Ils errent dans des camps ils vont pas à l'école. Il n'y a rien en fait. Il y a même pas d'encadrement. Ils n'ont pas d'espace à eux où aller se distraire. Donc souvent, la plupart du temps, tu vois ces enfants, les enfants avec le regard éteint. Donc si acheter un petit biscuit peut mettre, tu vois, peut lui rappeler qu'il est un enfant. Parce qu'ils sont obligés de vite grandir. Si lui prendre 2 biscuits, 2 bonbons, tu vas lui rappeler juste qu'il est encore un enfant, il a le droit d'être un enfant. Ben, moi, je m'accroche à ce genre de petites choses et ça fait plaisir, quoi. À Roussaillot, c'est maître Yvette Shakira, avocate au barreau du Nord Kivu et consultante au sein de la DFJ, qui reçoit les plaignantes. C'est vrai que les femmes ont cette volonté-là d'aller en justice, mais ce qui freine, ce qui bloque, c'est que dans la plupart des cas, les auteurs sont des personnes inconnues.
Alors, on ne sait pas aller en justice. S'il faut aller en justice, ce sera pour faire une plainte contre inconnu. Et dans un dossier judiciaire où l'auteur n'est pas connu, les dossiers ne s'est pas évolué parce que la finalité, c'est que les auteurs de ces violences-là se retrouvent en prison un jour et condamnés. Mais lorsque les auteurs ne sont pas connus, nous sommes en difficulté. Mais il n'y a pas que des cas où les auteurs sont inconnus. Il y a aussi des cas de violences sexuelles qui se perpètrent ici même au sein du camp où les auteurs sont connus et que nous avons déféré devant la justice parce que nous avons ici à côté un poste de police et nous entretenons de très bonnes relations parce que nous les appuyons aussi en fourniture, en matériel des bureaux. Oui, c'est à noter, comme la police n'a ni papier ni stylo, c'est la dynamique des femmes juristes qui les lui fournit. Ça en dit assez long sur les conditions dans lesquelles se font les enquêtes. Et le cadre même où la police est installée, si vous passez, vous allez trouver que c'est du n'importe quoi. En fait, nous n'avons pas la difficulté de convaincre les victimes à aller en justice. La difficulté que nous avons, c'est peut-être en termes d'appui, parce que nous travaillons avec les moyens des bords, nos fonds propres. C'est juste ça. Mais s'il faut parler en termes de jugement, jusque-là, nous avons 3 jugements. Nous avons 3 jugements parce que nous sommes installés ici au site de Roussayo, c'est depuis le 11 mai que nous sommes là. Depuis que nous sommes là, nous avons reçu 453 cas. Et sur les 453 cas, nous avons 398 cas de violences sexuelles. Et il y a aussi d'autres cas de violences conjugales ainsi que d'autres cas de conflits ici au camp que nous avons menés en justice. Il y a ces dossiers-là qui se terminent au niveau de la police parce que ce sont des cas où il y a eu des conflits entre individus et où ce sont des dossiers de violences conjugales où la femme elle-même te dit que à ce stade, j'aimerais que nous puissions arrêter avec la procédure parce que je sens que mon mari va changer ou je ne veux pas l'amener plus loin. Au niveau national, au Congo, est-ce que le problème de violence sexuelle est pris en compte? Bon, je dirais oui, parce qu'il y a une loi qui avait été promulguée en 2006 qui avait approfondi la question des violences sexuelles, parce qu'avant, c'était juste l'imposition des rapports sexuels. Mais aujourd'hui, l'aspect des violences sexuelles a vraiment évolué. Ce sont des dossiers qui sont fréquents et qui sont pris en compte parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui ont fait beaucoup de bruit, il y a eu beaucoup de sensibilisation, il y a les personnels judiciaires, les magistrats, les OPJ qui ont été formés plusieurs fois sur cette question-là. Et comme ce sont des faits qui se perpètrent tous les jours, alors ils sont vraiment sur la question. Et aussi, il faudrait vraiment vulgariser parce qu'il y a des filles qui se font violer tout en ne sachant pas que c'est qu'elles ont été, les faits pour lesquels elles ont été victimes sont constitutifs d'infractions. Alors, moi je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse encore vulgariser cette loi-là. Ça peut aider parce qu'il ne faudrait pas se limiter à voir seulement les acteurs judiciaires, mais aussi il faudrait que dans la société, dans la communauté, que les gens savent que tel acte est un acte qui est érigé en infraction et pas seulement en infraction, ce sont des actes qui ont des répercussions sur le mental et sur même la vie future des victimes. En principe, l'État congolais, dans ses responsabilités, devrait sécuriser ces camps pour que ces faits-là n'arrivent pas. Et comme cela n'a pas été fait, d'une part, l'État aussi est responsable et dans la mesure du possible, si l'État congolais peut chercher comment indemniser toutes ces femmes-là, ça sera quelque chose d'intéressant et ça pourra soulager cette remords-là que toutes les femmes ont. Toutes les femmes qui sont victimes de violences sexuelles n'accèdent pas aux soins. Pourquoi? Parce qu'il y a celles qui ont peur d'être stigmatisées. Il y a celles qui ont peur de parler. Et celles qui ont peur, qu'est-ce qu'elles font? Elles n'en parlent même pas à leurs époux. Et si elles étaient contaminées, par exemple, par le VIH-Sida,
lorsqu'elles vont retourner dans leurs différents villages, les gens vont continuer à se contaminer et dans 10-15 ans, on verra la population de tout un village disparaître parce que au village, je ne sais pas si les gens peuvent facilement avoir accès aux soins des personnes vivant avec VIH/SIDA. Donc c'est ça en fait la crainte. Je me dis, aujourd'hui nous vivons ces cas ici des violences sexuelles parce qu'il y a la guerre. Mais est-ce que, et aujourd'hui c'est la guerre avec les armes, mais est-ce qu'il n'y a pas cette autre guerre-là qui va dans 10-15 ans supprimer tous les villages ou tous les habitants des villages? C'est ça en fait la crainte. Ok. Ça va Joseph? Ok, ça va. Super. On retourne à Kéchéro du coup. À Kéchéro. Kéchéro. Ok. Justine et ses filles, à qui Armel a aussi acheté des chaussures parce qu'elles étaient pieds nus, vont rester encore quelques jours à l'hôpital. Entre-temps, on apprendra que sur intervention d'autres déplacés du camp, le mari de Justine, l'agresseur des petites, a été arrêté et placé en détention. La plainte de Justine, elle, suit son cours. Reste la question de l'après, comment se reconstruire, c'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode.